Eh bien, bonjour. Je suis donc Jean-Philippe Pouquet. J'ai en charge la partie commerciale de la filiale France d'Infinidat. Alors, première chose, je vais commencer par une bonne chose, c'est la bonne année. Bonne année à tous de notre part, de la part de l'équipe. Et puis, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, vous connaissez tous cette animation. En tout cas, sinon, j'ai le plaisir de vous la présenter. On va se rendre compte très vite que, si ne serait-ce qu'on prend les quatre premières sociétés qui sont dès 2000, on va s'apercevoir qu'il y a de vrais grands changements. Et ces vrais grands changements, ils arrivent déjà avec la montée, l'ascension fulgurante de Google. On s'aperçoit que le futur premier n'est pas là, apparaît enfin. Et celui qui est le grand montant, qui est Amazon, arrive très tard, puisque dès 2013 ou 2014. Ce que je veux dire par là, c'est que les sociétés qui, aujourd'hui, vont, visiblement, en tout cas, ce qui paraît, vont durer, c'est celles qui ont revu entièrement les modèles ou ont transformé les modèles. Celles qui sont à l'origine de transformation de modèles ou celles qui ont revu leur modèle. Apple était, dans les années 90, déjà très présent, a quasiment disparu, a totalement revu son modèle pour faire l'histoire qu'on lui connaît. Google, Amazon n'existaient pas, vous le savez aussi bien que moi, et ils ont clairement créé un modèle, et Microsoft a un peu transformé le sien en allant sur le marché du cloud aussi avec Azure. Le deuxième constat que je souhaiterais partager avec vous, c'est une étude IDC de 2019, c'est que entre le violet et le bleu plus clair ou le vert, c'est la partie cloud. Alors oui, c'est pas une invention, on est là pour ça, pardon. Le cloud est en croissance au détriment, et on va voir que c'est pas réellement au détriment de l'IT traditionnel. Pourquoi je dis que c'est pas réellement au détriment? C'est parce que notre vision, c'est que le private est une transformation de l'IT traditionnel. Vous avez déjà, et pour la plupart déjà commencé, mais vous allez aller de plus en plus vers ce private cloud en y intégrant les workloads qui sont pour vous les plus importants, qui sont pour vous ceux qui doivent être le plus sécurisés, etc., etc. On voit que la partie private est en légère croissance. Sa croissance, elle se fait à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est... je reprends. La croissance se fait sur 2 des 3 niveaux. Dans ce private cloud, on voit du compute. Le compute, de plus en plus, il va être consommé en public cloud à la demande, au fur et à mesure des besoins ou au gré des besoins. La deuxième, et ça va être la grosse croissance, c'est la partie réseau. Sur la partie réseau Ethernet, forcément, plus on va bouger de données et plus il va y avoir besoin de transférer des informations. Et le troisième, c'est la partie stockage. Le stockage des données est en croissance dans la partie private cloud, est en croissance, alors moins importante que la partie réseau, mais est en croissance dans la partie private cloud. Et puis, comme l'a dit très bien d'ailleurs M. Salio, vous avez aujourd'hui ces deux mondes qui évidemment ne s'opposent pas, qui se complètent, avec de chaque côté des avantages et puis des choses que vous retrouvez mieux de l'autre côté. Alors, on a la chance de rencontrer un certain nombre de prospects, de clients, et aujourd'hui, ce qu'ils nous disent, c'est qu'il y a des applications qui, naturellement, vont dans un monde ou dans l'autre. Et puis, il y en a d'autres sur lesquelles on s'interroge, sur lesquelles vous vous interrogez. Et ce qui se passe, c'est que cette ligne de démarcation entre l'hybride entre le privé et le public, une fois de plus, elle est mobile. Et elle est mobile au gré de ce que vous faites des données. Si vous avez des données éphémères, on peut très bien comprendre qu'elles n'aient rien à faire dans du privé. Elles vont durer un certain temps et elles vont mourir parce que de toute façon, elles perdent de leur valeur. Puis il y a toutes ces données qui, elles, ont de la valeur, qui sont majeures pour à la fois votre business au day-to-day, mais aussi pour ce que je vais appeler pour la recherche d'utilisation de ces données de demain.
Et cette partie-là, vous avez tendance de plus en plus à vouloir la garder. Et de notre point de vue, évidemment, de fournisseur de stockage, c'est plutôt une bonne idée. Hein. Voilà. Alors, d'un côté, effectivement, on a cette agilité qui est publicité et qui est parfaitement visible. Et de l'autre côté, il y a cette valeur que vous souhaitez garder. Alors, ce qu'on voit, nous, des tendances 2020, donc le gars dans les jumelles, il y voit bien un nuage, ça, c'est indéniable. Ce qui est indéniable aussi, c'est que derrière le nuage, il y a un peu de techno. Ce n'est pas uniquement un nuage, ce n'est pas du vent. Hein, donc l'idée, c'est que toutes ces technos, elles sont là pour servir les différents types de cloud. Et on n'y coupera pas, on est dedans, et il y a du cloud partout. Donc les multi, les hybrides, les on-premise, les at-edge, on va continuer à avoir de l'infrastructure, peut-être parfois au plus près de l'utilisation, parfois loin, parfois elle va être mobile. De plus en plus d'ailleurs, elle va être mobile entre les différents sites géographiques, par exemple. Et c'est l'intelligence qui va être embarquée, et effectivement, on parle un peu d'intelligence artificielle déjà, et on y reviendra, qui va faire que cette donnée, elle va être au bon endroit. Vos challenges. Vos challenges, c'est vos utilisateurs, une belle utilisatrice d'ailleurs, qui crient tous les jours « Je veux pouvoir bosser ». Et pour ça, il me faut de l'infrastructure, de la machine, il me faut des containers, parce qu'évidemment, on y va, hein, tout le monde y est, on y est dans les containers, que ce soit avec les uns ou les autres, on y est. Il me faut des outils, et il me les faut maintenant. Alors le premier réflexe, il y a peut-être pas 10 ans, mais 5-7 ans, c'est « Ok, tu ne peux pas le faire, toi DSI, tu ne peux pas le faire, c'est pas grave, je vais le faire dans le cloud ». Sauf qu'on a commencé à en mettre de plus en plus des informations dans le cloud, à l'utiliser de plus en plus, et puis on s'est rendu compte que, mine de rien, parfois, il y avait quelques dangers. D'accord ? Alors, les dangers, c'est les dangers de fuite de données, c'est les dangers d'une application qui n'est pas opérationnelle au moment où on en a besoin, c'est toutes ces choses-là. Le paradoxe qu'on peut y trouver, c'est que vous êtes de plus en plus au cœur des sujets. Hein. Tous les jours, on vous demande de plus en plus de choses. Vous n'avez pas plus de budget. Donc la solution du cloud, c'est une solution du cloud public, pardon. C'est une solution qui paraît résoudre le problème immédiat. On est tout à fait en phase avec ça. Néanmoins, quand l'application va devenir peut-être plus importante, plus majeure, va demander plus de sécurité, il y aura une remise en cause de ça et peut-être un retour, sinon des computes, en tout cas de la partie donnée en interne. Le deuxième, c'est que, et là je suis désolé, alors moi j'ai un fils étudiant hein, qui fait des études d'informatique et qui me dit « Ah non mais moi je ne vais pas dans telle boîte, hein, et je ne vais pas dans telle boîte ». Si vous n'êtes pas aujourd'hui un géant du web qui les fait kiffer, comme ils disent, ben, ils ne viennent pas. Ils n'ont pas envie d'aller chez quelqu'un qui fait de l'informatique pour de l'informatique. Donc ça, c'est quelque chose peut-être sur lesquels on peut travailler tous. C'est donner une autre image. C'est peut-être aller dans les écoles et leur dire « Non, non, c'est fini ce temps-là. On ne fait plus de l'informatique pour de l'informatique. Chez X ou Y, on ne fait plus comme ça. On fait aussi du DevOps, on fait aussi des choses super fun, on fait aussi des applications mobiles parce que ça fait partie de notre business de demain. » Alors pour tout ça, qu'est-ce qu'il faut qu'on apporte ? Il faut qu'on vous apporte de l'agilité, en plus de celle du cloud public, évidemment. Donc, si c'est, et on l'a vu tout à l'heure, plutôt facile dans le monde du compute, puisque vous en avez et puis c'est facile d'aller en chercher, toujours sous la maîtrise, enfin, toujours en utilisant les outils qui peuvent vous permettre de maîtriser les coûts, hein, évidemment. Pour la partie data, c'est un peu plus complexe. Alors, ce que vous utilisez aujourd'hui, c'est un process plutôt classique qui dit « j'approuve ». Une fois que c'est approuvé, je fais du procurement, je livre, etc. Ça dure entre 3 et 6 mois, des fois 8. Et le temps où il fallait sortir, au moment où il fallait sortir la valeur créer la valeur, il est révolu, quelqu'un d'autre l'a fait, etc., etc. Le process idéal, c'est celui qu'on a dans le cloud public, qui est de dire, OK, j'en ai besoin, je l'utilise, et ensuite, je suis facturé et je vois comment ça se monte. On va voir qu'elle a aussi, de plus en plus, nous, les fournisseurs, on est à même de vous proposer ce type de solution.
La disponibilité, voilà un truc qui est intéressant aussi. Qui a entendu parler qu'un jour Amazon n'a pas été disponible quelques heures? Qui a entendu parler un jour, alors je dis Amazon, c'est pas du finger pointing, hein, il y en aurait d'autres. Qui a entendu parler que l'année dernière ou l'année d'avant, un Salesforce qu'on utilise tous, n'est-ce pas, nous plante pendant 15 heures, et pendant 15 heures, on ne peut pas sortir un prix d'un appel d'offres. S'il faut rendre le matin à midi et que le truc il est planté à 8 heures, on n'a pas que des copains. Hein. Alors, d'un côté, on a un Amazon qui nous annonce du 3.9. Donc 3.9, hein, pour rappel, 8,76 heures d'autorisation d'arrêt par an, pendant lesquelles vous ne pouvez rien dire. C'est dans le SLA. Aujourd'hui, n'importe quel fournisseur de stockage on-premise, ou pas on-premise d'ailleurs, mais en tout cas physique, lui, il va vous proposer minimum du 5, voire du 6, d'autres du 7, et dernièrement d'ailleurs même du 8. Et puis on va même plus loin, puisqu'on a des solutions d'interconnexion de baies, de clusters de baies qui vous permettent d'être garantis. Alors bien souvent, s'il n'y en a pas, ce n'est pas garanti, donc avec des pénalités à la clé, hein, de vous fournir 100% de disponibilité, d'accès aux données. On ne va pas vous dire que les machines ne s'arrêtent jamais, parce qu'on n'est pas à l'abri d'une coupure globale d'électricité. Mais en revanche, on vous aura donné les moyens d'avoir toujours accès aux données. Elles seront copiées par des clusters, etc., etc. Donc 100% de productivité. Enfin, la sécurité. Alors, quand on est fournisseur de solutions de stockage, qu'est-ce qu'on peut apporter en termes de sécurité? J'allais dire pas grand-chose et en même temps pas mal. Alors, la souveraineté, on en parle, tout le monde en parle, les ministères en parlent. On cherche des solutions où on ne va pas être soumis à le Cloud Act, par exemple, ou d'autres contraintes. En tout cas, on veut pouvoir garder bien au chaud ces données. La deuxième chose dans la sécurité, c'est d'être capable de récupérer ces données. On a des attaques, d'accord. Enfin, il y a eu je ne sais plus combien d'attaques, de milliers d'attaques de sociétés par les ransomware. Donc de ce côté-là aussi, le fait de pouvoir récupérer des données parce qu'elles ont été volontairement abîmées, c'est des solutions que les fournisseurs de stockage classiques, mais qui vont dans un cloud hybride, peuvent vous permettre d'atteindre. Et puis le chiffrement. Alors le chiffrement, c'est aussi une solution pour garantir les données, mais en même temps, ça présente un inconvénient qui est qu'une donnée chiffrée, enfin, vous savez tous qu'aujourd'hui, on vient vous vendre des solutions de stockage qui font qu'une donnée qui fait 100 Tera, elle en fait plus que 20, voire 10, voire 25, ça dépend qui. L'inconvénient, c'est que le jour où elle va être chiffrée, cette donnée, elle fera 100. Et quand vous aurez acheté du 4 pour 1, du 5 pour 1 ou du 8 pour 1, vous achèterez du 1 pour 8, etc., etc. Donc, de ce côté-là, on travaille aussi sur des solutions qui vont moins dans la compression, mais qui pour autant ont un prix du Tera utilisé, plus en phase avec ce que vous pouvez attendre. Alors, on fait ça comment ? Et là, je vais rentrer dans mon monde de l'infinidate, je suis désolé. On fait comment? On est les premiers en 2000. Alors, la société Infinidate a été créée en 2011 par un monsieur qui s'appelle Moshe Yanai. Pour les experts du stockage, Moshe Yanai, c'est le team leader de l'équipe d'EMC il y a 30 ans qui a créé le Symmetrix. Et c'est celui qui, il y a 10 ans ou 12 ans peut-être maintenant, a créé XIV. Donc, il a quitté Symmetrix, il a créé XIV. Il a fait l'erreur de vendre XIV à IBM. Et depuis 8 ans maintenant, il a décidé de revenir aux affaires par un concours de circonstances que je raconterai à ceux qui voudront me revoir plus tard. En tout cas, il est revenu aux affaires et il a créé Infinidate. Il a fait venir certains de ses ex-collègues d'XIV avec qui... Alors XIV, c'était une solution pour... en deux mots, c'est une solution qui physiquement n'était pas la meilleure du monde, mais en tout cas qui a révolutionné l'écran de management du stockage. Et donc, il a récupéré une partie de son équipe XIV, et il a demandé, bon, ok, comment est-ce qu'on peut faire, et comment est-ce qu'on peut faire pour faire une solution de stockage qui soit capable d'accueillir tous les types de workloads, extrêmement performante, vraiment scalable, et puis dans un monde plutôt open. Et donc, ils ont décidé, donc cette équipe-là a décidé de partir sur de l'intelligence artificielle.
on utilise la même chose qu'utilise Google, par exemple, pour aller mettre les bonnes données au bon moment, au bon endroit, sauf que ce n'est pas l'homme qui le fait. D'accord ? L'intelligence artificielle, c'est cette capacité d'une machine à faire mieux, plus vite, ce qui est capable de faire l'homme, et à une plus grande échelle. Donc, intelligence artificielle intégrée, machine learning, parce que plus on en met, plus elle apprend, plus les données sont au bon endroit, deep learning pour aller plus loin, et on a aussi un cache neuronal. La vision de tout ça, alors, sur la gauche, on reprend quasiment tous les points, j'en ai gardé un pour la fin. On reprend tous les points, donc effectivement, une solution Infinidate répond à tous ces points. L'idée, la vision donc, qui a été présentée fin 2019 d'Infinidate, c'est un Elastic Data Fabric dans lequel l'IT traditionnel peut être très facilement couplé à un IT plus scalable, plus gros et de type hybride, et aussi connecté au cloud public. Voilà, donc ça, c'est la vision. Donc l'agilité, on en a parlé, la disponibilité, on en a parlé, la sécurité, on en a parlé. La flexibilité, je vais en parler très simplement. La flèche verte représente la façon dont aujourd'hui vous souhaitez consommer, alors les flèches vertes, pardon, vous souhaitez consommer le stockage. C'est-à-dire, j'en utilise plus pour une raison X ou Y, j'en paye un peu plus, j'en utilise moins, je ne paye pas ce que j'avais avant. Quand aujourd'hui vous achetez une baie, vous l'avez acheté pour sa totalité, et puis, puis quand ce n'est pas rempli, ce n'est pas rempli. Chez Infinidate, on vous propose de vivre la facturation avec votre utilisation. Donc, on propose un certain nombre de modèles de type CAPEX avec une capacité à la demande ou de type OPEX avec un modèle flexible de montée et de hausse de l'utilisation. L'avantage, c'est que la capacité est immédiatement disponible. Elle est chez vous. Elle est dans votre data center ou chez celui de votre provider, peu importe, mais elle est chez vous, elle est à vous, elle est souveraine parce que c'est que vous qui l'utilisez. La facturation est adaptée à l'usage. On est sur un vrai modèle de facturation cloud, mais on-premise, et elle est sans engagement. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, parce qu'on vous a mis une volumétrie X que vous en utilisez la moitié, qu'un jour on viendra pour vous dire il faut payer l'autre moitié quand même, les gars. Voilà. Donc, c'était ce que je voulais vous dire sur nous. Alors, qu'est-ce que je peux rajouter ? Il y a aujourd'hui 6000 pétas installés dans le monde. Donc, on n'est plus une start-up. Ça fait 5-6 ans que les produits sont installés, enfin, que les premiers produits ont été installés, pardon. On est classé depuis 2 ans dans les leaders du Gartner, dans les leaders du stockage du Gartner. Donc, l'année dernière, dans la partie General Purpose, cette année, dans la partie Primary Storage. Et puis on fait partie des Customer Choice 2019, toujours du Gartner Peer Insight. Et mon constat, moi je viens de chez un autre fournisseur de solutions de stockage, et ça sera ma conclusion. Mon constat, c'est que les clients que j'ai rencontrés, tous sans exception, ne veulent pas nous quitter. Ils sont très contents des solutions et ils sont prêts à discuter avec chacun d'entre vous pour leur expliquer ce qu'ils y ont trouvé, qu'ils n'ont pas forcément trouvé ailleurs. Voilà. Et on vous attend, on est là. Merci beaucoup. Merci à vous.